pour les avancées, relever les défis et en même temps bâtir de nouvelles stratégies pour faire avancer les mouvements francophones. Et ma session s'intitule « Les jeunes filles et femmes dans les mouvements de femmes, défis, opportunités et stratégies ». Avant toute chose, je voudrais dire que je viens de l'ONG Action pour la promotion et le développement de la femme, une organisation qui a vu le jour à Bristagar, dans la région centrale. Et donc, elle est créée par des femmes marquées par les conditions de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Et donc, ces dames se sont retrouvées pour mettre en commun les synergies, les réflexions pour faire avancer les femmes et les filles, spécifiquement celles qui résident en milieu rural. Et je laisse la parole à la modératrice puisqu'elle est là et qui va introduire la session et nous allons passer à la communication. Je vous remercie. Demander la parole. Non, tu vas venir sur la machine. Oui, Madame Abounke, vous avez la parole. Madame Janine, Madame la modératrice, vous avez la parole. Merci Anne. Je salue tous les participants et les hommes engagés qui sont dans cette session avec nous aussi. Nous sommes heureuses de prendre part à ce rendez-vous très important pour la visibilité des femmes francophones dans les mouvements et dans les questions de développement. La présentation de Anne, la présidente de l'APDF, nous invite à nous lancer dans une sorte de rétrospective et de voir comment nous pouvons, à partir de l'existant, continuer notre engagement et mener des activités qui peuvent permettre aux femmes de manière générale, mais aux femmes africaines et francophones en général, d'être beaucoup plus présentes dans cette lutte pour notre autonomisation et faire en sorte que nous mutualisions nos forces dans ce monde où tout va très vite d'une part et que d'autre part, on attend de plus en plus des femmes et des jeunes femmes en particulier de prendre leurs responsabilités et assurer une sorte de continuité dans ce mouvement que les femmes ont décidé depuis 1975, qui a été concrétisé à Beijing depuis 25 ans déjà. Mais le chantier est toujours là. Donc, je vous remercie d'être là avec nous. Anne a fait un grand effort pour aborder des questions essentielles, mais encore une fois, c'est simplement une sorte de pavé dans la mare. Vos enrichissements vont nous permettre de faire le point. Elle parlera de l'historique du mouvement féminin, les mouvements des femmes africaines de façon générale, les mouvements des femmes francophones, les jeunes filles et les jeunes femmes dans les mouvements des femmes, les défis et les opportunités,
Ensuite, les stratégies éventuelles. Avant de conclure, je nous invite à une attention soutenue qui va nous permettre de saisir la substance de ce que cette préparation nous offre, étant donné que leur organisation a pour but essentiel d'œuvrer à l'épanouissement de la femme. La femme africaine, en fait, au-delà d'un certain nombre de défis, a des problèmes psychologiques liés à l'histoire. C'est tout cela que nous allons essayer de démontrer et voir comment, à travers des partenariats et à travers notre dynamique de femmes africaines, nous pouvons avancer sur ce chantier. Sans plus tarder, Anne, je te passe la parole. Merci, Madame la modératrice. Et mon intervention va s'articuler autour de 6 points. Nous allons, dans un premier temps, parler de l'historique du mouvement féminin, les mouvements des femmes africaines, les mouvements des femmes francophones, les jeunes filles et femmes dans le mouvement de femmes, et quels sont les défis, quelles en sont les opportunités, et enfin, quelle stratégie bâtir pour permettre aux femmes francophones de s'autonomiser par rapport à la mobilisation de ressources pour financer leurs actions et aussi de se positionner sur le plan international et par rapport aux luttes que nous menons pour affranchir les femmes pour l'autonomisation de la femme dans son ensemble. Et donc, je dirais simplement que l'histoire du mouvement féminin date, comme Madame la modératrice l'a dit, de plusieurs siècles. Et il vient simplement du fait qu'on ne veut pas reconnaître que la femme est l'égale de l'homme et qu'il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits qu'à l'homme. Et je voudrais marquer un arrêt pour dire que je ne suis pas là pour faire un discours, je ne suis pas là pour passer une communication. Je voudrais juste faire une introduction et permettre aux uns et aux autres d'intervenir pour enrichir les débats, puisque nous voulons à la fin bâtir des stratégies, et donc c'est pour compter sur les uns, les unes et les autres pour enrichir ce débat-là qui va nous permettre de proposer une stratégie à l'endroit des organisatrices, puisque c'est le but essentiel, que faire pour que les femmes francophones émergent. Et donc, Madame Agunke a déjà fait l'historique du mouvement féminin et il date de siècles. Et on note donc que ce vocabulaire s'empare, que le politique s'empare du mot féminisme pour caractériser les femmes qui revendiquent l'égalité avec les hommes et semblent vouloir les rassembler. Et dans cette question de mots de langage, le féminisme sert à désigner l'autre sexe, qu'il soit homme ou femme, comme étant susceptible d'abolir la différence sexuelle. Et je dirais aussi que le féminisme devient, à partir du 19e siècle, un mouvement social et politique. C'est parce que les conditions historiques le rendent possible. Je voudrais parler ici de l'avènement de la démocratie, l'apparition du travail salarié, le déclin du christianisme, qui sont autant de facteurs propices à la redéfinition du rapport entre les sexes. Et je vais conclure ici en disant que le féminisme est d'abord une prise de conscience individuelle, puis collective. Quand on dit mouvement, ce sont des femmes qui, individuellement, ont senti l'importance de changer quelque chose. Et cette façon de penser de façon individuelle, ne pouvons pas aider à obtenir les résultats
et auxquelles elles aspirent commencent par en parler aux autres et au fur et à mesure qu'elles en parlent, les femmes adhèrent et des mouvements naissent. C'est pour dire alors qu'il s'agit d'une lutte pour changer les rapports et cette situation. Et ailleurs, je dirais aussi que cette lutte aussi s'entend ou bien est faite pour dire que la cause de cette inégalité entre hommes et femmes se situe dans le système patriarcal que le féminisme tente par conséquent d'abolir. Je voudrais aussi dire que je vais aborder le patriarcat un peu plus loin pour expliquer pourquoi le patriarcat a une emprise importante pour le changement de mentalité, pour l'autonomisation des femmes. Et je voudrais ici aborder la pluralité des tendances féministes et pour dire que les féministes ont des revendications diversifiées, voire anarchiques. Je répète ce que les gens disent. De plus, la façon de défendre le féminisme varie selon l'appropriation que l'on s'en fait au nom ou non et le degré de militantisme. C'est pourquoi nous allons voir qu'on parle de féminisme, de féministes, de rebelles, et on leur attribue tous les mots, et juste par rapport à leur façon de défendre la cause et à leur façon de s'engager dans la lutte commune. Et je dirais ici que le féminisme radical voit la suprématie de la femme par rapport à l'homme et rejette les hommes, qui, selon elle, prennent les femmes pour des objets sexuels et subalternes. Donc, c'est pour vous dire ici qu'il y a des féministes radicales qui ne veulent pas négocier, qui ne veulent pas passer par le plaidoyer, qui veulent que les choses changent comme elles le désirent. Et à côté de ces féministes et radicales, nous allons voir aussi les conservatrices qui croient à l'institution familiale et au soutien de l'homme pour améliorer les conditions des femmes et donnent une place importante à la femme et prônent le respect de la femme en famille et en couple. Comme je l'ai dit, il y a les féministes radicales qui voient les rapports entre hommes et femmes comme étant un handicap pour leur épanouissement et qu'il faut tout de suite éradiquer. Et il y a les conservatrices qui mettent la famille au devant de la scène et qui comptent sur le soutien de l'homme pour améliorer les conditions des femmes et donnent une place alors, comme je l'ai dit, à la femme et prônent le respect de la femme en famille. Donc ça veut dire que ces conservatrices, elles prônent le respect de la femme en famille et vous voudrez compter sur les hommes pour avancer et mettre la famille au centre de leur combat. Et donc, malgré ces divergences, je voudrais dire, les organisations féministes ont un point fort. Quel que soit le degré de militantisme, il y a un point fort. Non, pas seulement ici, là. L'essentiel, c'est qui les unit. Voilà, c'est l'essentiel. Avec ça, mais la vidéo, c'est la pour exprimer leur militantisme. Quel que soit le degré de militantisme, de féminisme, le point commun, c'est que plusieurs femmes se mettent ensemble pour défendre leur cause. Donc, c'est le point commun. Le fait de se mettre ensemble et de travailler en synergie pour faire avancer les choses. Pour prendre des décisions relativement indépendantes de l'État, des bailleurs étrangers ou d'autres pressions externes. Comme je viens de le dire, donc nous assistons à deux types de mouvements. Celles qui voudraient qu'il y ait un changement tout de suite et celles qui voudraient que le changement soit négocié, que la famille soit prise comme point de départ pour améliorer les conditions de la femme.
Et là, je vais tout de suite passer au mouvement des femmes africaines pour dire que les femmes africaines ne sont pas restées du reste, elles ne sont pas restées à l'écart. Et pour l'égalité, il n'est pas une caractéristique propre à l'histoire de l'Afrique contemporaine. C'est-à-dire alors que bien avant la période coloniale, les femmes ont occupé des fonctions centrales sur le continent. Nous avons des preuves, nous avons des reines, nous avons beaucoup d'exemples à donner par rapport à la lutte que les femmes africaines ont enclenchée. Et donc, les sociétés, certaines légendes africaines accordent également à la femme une place importante. C'est pour dire qu'avant le colonialisme, certaines sociétés en Afrique accordaient une place importante à la femme. Et selon les travaux de l'anthropologue nigériane, une grande partie des sociétés traditionnelles africaines se structuraient autour de 2 points clés. Une organisation sociale reposant sur les 2 sexes et une langue ne distinguant pas le féminin ou le masculin. Et donc, cela a permis la normalisation des rôles traditionnellement réservés aux femmes chez les hommes et vice-versa, sans que ne soient stigmatisées ou sanctionnées les personnes concernées. C'est-à-dire qu'il y avait une symbiose entre les hommes et les femmes dans la façon de gérer la cité, dans la façon d'organiser les familles et dans la façon aussi de voir comment leur communauté allait se développer. C'était avant l'époque coloniale. Et donc, je poursuis en disant que le colonialisme marque un tournant pour les femmes africaines. Et il y a des auteurs qui estiment qu'avant le colonialisme, les femmes assumaient des fonctions plus importantes. La femme avait une place de choix dans la société. La femme avait une place de choix même dans la famille. Et il y avait une meilleure répartition des rôles entre les sexes. Et les hommes étaient en général plus puissants, mais les femmes avaient du pouvoir. Une place de choix était plus importante dans les fonctions les plus importantes et les plus complexes. Et je voudrais dire que l'impact du colonialisme sur la place des femmes au sein des sociétés s'expliquait en partie par le christianisme qu'il soutenait. Autrement dit, pour reprendre le terme de l'écrivain nigérien, l'idée qui prédominait était celle de la soumission de la femme et l'idée que la place de la femme était la cuisine et les chambres. Et nous pouvons aisément l'expliquer. Quand nous voyons le début de la scolarisation en Afrique, seuls les garçons étaient envoyés à l'école. Et la place de la femme était alors à la maison et pour faire des enfants. Et c'est pour dire en résumé que c'est l'arrivée du colonialisme qui a alors affecté, ou bien qui a transformé, qui a apporté ce changement selon lequel les femmes devraient être soumises et que la place de la femme était à la cuisine. Aujourd'hui, il existe une réelle en matière de conditions de la femme sur le de la division sexuelle qui émane, alors qui a pour source ou pour cause cette façon de marginaliser la femme et de vouloir la les fichiers dans le cercle familial. Et donc, cette disparité provient notamment de la division familiale, où
où les avancées féministes des colonies Ça aide à corriger rapidement. Ça aide à corriger. Pour certains, celles-ci sont culturelles, alors que pour d'autres, elles sont considérées comme dégradantes et humiliantes. Ça a fini de corriger maintenant. Si nous voulons invoquer les normes qui voudraient que la femme soit dedans et que l'homme soit dehors. Et pour certaines, et chacun a sa façon d'apprécier alors cette façon de faire, cette façon de... Et pour dire que pour certains, c'est normal, c'est culturel, ce sont nos normes qui l'exigent, ce sont nos traditions qui l'exigent, nos aïeux ont vécu ainsi, nos parents aussi ont vécu ainsi, et que c'est normal que les choses se passent comme nous le constatons. Alors que ça corrige et puis ça enregistre. Puis toi, tu me... comme dégradage et c'est dire que les perceptions divergent d'une personne à une autre, d'une ethnie à une autre. Et il faut alors souligner d'emblée que l'Afrique est un continent aux expériences historiques et culturelles diverses, aux contextes politiques, économiques et sociaux, tout aussi variés face à nos questionnements. Quelqu'un dira que l'Afrique est un laboratoire où tout s'expérimente. Et l'histoire des femmes, comme celle des peuples, continue de refléter cette diversité en dépit des processus de globalisation que nous appelons de tous nos voeux pour faire avancer l'humanité. Et donc, c'est vous dire alors que les mouvements de femmes tels qu'ils sont connus aujourd'hui avec leur structure, leur statut, leur langage, leur mode d'action, sont de création récente. Ils renvoient alors à une époque coloniale dont ils ont, avec nombre d'autres institutions locales, emprunté des modèles organisationnels. Pour rejoindre ce que je viens de dire, que l'Afrique est un continent où tout s'expérimente. Mais cela ne signifie pas que des associations féminines n'ont pas existé avant ou auparavant et poser des questions portées par les femmes. Il existe encore des manières propres aux femmes de se regrouper, de travailler ensemble, d'échanger des solidarités et surtout de résoudre des problèmes rencontrés en fonction de leur appartenance de sexe, mais aussi de l'âge, de l'origine, du statut social et de la position dans la société. Il nous suffit seulement d'aller peut-être dans nos villages, de retourner au village, pour voir comment les femmes s'organisent à leur manière pour résoudre leurs problèmes, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le baptême, que ce soit même pour les funérailles. Et vous allez voir que les femmes ont leur manière de se regrouper, de travailler ensemble et dans la symbiose et d'échanger des solidarités. Et je pourrais dire ici que les premiers qui bénéficient d'une reconnaissance officielle pour être à même de parler et d'interagir avec les pouvoirs sont ceux qui sont créés ces derniers temps. Les nouveaux régimes ont tous mis en place un mouvement de femmes du parti unique dominant. Je prends le cas de mon pays, le Togo, pour dire que il y a encore quelques années, nous avions l'Union des femmes du Togo, UNFT, un mouvement de femmes mis en place par le parti au pouvoir qui rassemble toutes les femmes dans un même regroupement et pour qu'elles puissent parler d'une même voix, pour qu'elles puissent promouvoir les valeurs du parti unique, pour qu'elles travaillent au profit du parti unique. Si nous voulons alors et parler des élections, pour étayer encore, pour dire que pendant les élections, ce sont ces femmes-là qui rassemblent, qui regroupent l'électorat, celles qui font le gros lot du travail, celles qui battent la campagne, celles qui chantent, elles dansent, elles applaudissent. Mais au finish, elles se retrouvent toujours à la maison. Ça veut dire que les partis uniques aussi ont mis en place un système pour avoir la même mise sur les femmes. Et je vais ici dire qu'il suffit seulement de voir ces femmes-là qui sont
et qui ont eu la chance d'émerger dans les instances de prise de décision. Quand nous voyons l'Assemblée nationale, par exemple, nous avons des femmes là-bas et nous savons bien ce que ça donne. Elles sont là pour défendre les intérêts des partis qui les ont mis là-bas. Et donc, ça veut dire alors que le politique alors profite de cette expérience pour alors faire valoir, pour faire fonctionner sa machine. Et je voudrais aussi dire que les histoires des femmes comme celles des peuples continuent de refléter cette diversité en dépit des processus de globalisation. Et je veux ici renchérir en disant que l'explosion du mouvement féminin à partir des années 80-90 est liée à plusieurs facteurs. La décennie des femmes unies pour la décennie des Nations unies pour les femmes, où les Africaines se sont rencontrées au niveau local et continental. Elles ont pris conscience de l'opportunité de mener des actions ensemble et de profiter d'une visibilité politique naissante pour avancer leur agenda à une plus grande échelle. Donc, ça veut dire que les mouvements ont commencé réellement, les femmes ont commencé réellement à se mettre ensemble, à définir leur vision à partir de 80-90, à la faveur du vent de l'Est qui a soufflé sur le continent, sur nos pays. Je vais parler de la démocratie. Elles ont alors profité, puisque là, il y a eu une ouverture. On pouvait créer son association, on pouvait créer son groupement. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité de se regrouper autour d'une même vision et pour trouver la solution à leurs problèmes. Et donc, des décennies après les indépendances, elles sont entrées dans le 19e siècle avec leurs exigences. Donc, ça veut dire que les mentalités ont évolué et aujourd'hui, à partir du 19e siècle, les revendications ont commencé, notamment à coucher dans des maternités et non à la maison, même si les matrones sont mieux formées, mener une activité rémunérée qui ne soit pas seulement rurale et artisanale, s'associer aux politiques. Donc, c'est dire qu'elles ont créé alors un grand nombre d'associations. Et je dirais qu'il y a eu une explosion d'associations, de partis politiques à partir de 1990, comme je l'ai dit, à la faveur du vent de l'Est qui a soufflé sur notre continent. Et pour dire alors qu'elles ont contribué à la marche mondiale des femmes, qui a été un mouvement hégémonique et d'abord occidental. Elles ont fini avec les interventions de la coopération bilatérale internationale onusienne pour mieux positionner les questions des femmes dans l'agenda politique global. Bon, ceci étant, j'ai fait cas du féminisme sur le plan général. Maintenant, nous allons recentrer le débat sur notre continent pour parler du féminisme selon les Africaines. Quelle appréciation, quelle appréhension les femmes africaines font du féminisme et pour dire que les mouvements de femmes en Afrique sont pluriels et variés. Et donc, la mobilisation a été très grande et puis diversifiée et selon les visions, selon l'objectif bâti et qu'elle voudrait atteindre. Et donc, l'Afrique subsaharienne n'est pas restée du reste. Elle a connu aussi un dynamisme et des changements importants depuis environ 60 ans. Et donc, je dirais que le féminisme en Afrique, tout comme ailleurs, a fait l'objet de stigmatisation et de méfiance. Ici, pour dire les problèmes que les femmes francophones rencontrent lorsqu'elles se sont engagées sur le chemin de leur autonomisation, sur leur chemin de revendiquer leurs droits, sur leur chemin de jouir des mêmes opportunités, sur leur chemin aussi de scolariser les filles tout comme les garçons, et aussi sur leur chemin de donner autant de chances à la fille comme au garçon et pour
son épanouissement. Et donc, en Afrique subsaharienne, les femmes ont su aussi revendiquer leurs droits et elles continuent d'ailleurs de le faire, nous continuons de le faire. Et c'est ce qui nous rassemble d'ailleurs pour ce forum et sans risque d'exclusion sociale ou politique. Ici, je voudrais dire que les premières dames qui se sont engagées dans la lutte pour promouvoir les droits des femmes, et je pense qu'elles sont là autour, et elles sont connectées à ce forum pour entendre et elles peuvent témoigner les toutes premières battantes qui ont commencé, ce qu'elles ont enduré, que ce soit au niveau de leur ménage, au niveau de leur famille, au niveau même de leur communauté. Et donc, c'était difficile pour certaines de s'afficher comme féministes. Aujourd'hui, ça l'est parce que les gens ne comprennent pas encore ce que c'est que le féminisme. Les gens ne le comprennent pas encore et on les traite de radicales, de femmes qui voudraient changer tout, comme une magie. Et je voudrais alors renchérir, je voudrais alors continuer avec le mouvement de femmes francophones pour dire que les femmes francophones et les mouvements de femmes en Afrique sont différents selon qu'ils opèrent dans des milieux francophones, anglophones ou lusophones, et que par conséquent, leurs rapports avec les mouvements sociaux sont également différents. Je pense que c'est ce qui nous rassemble ici. Comment avancer ensemble dans la diversité, qu'on soit francophone, qu'on soit anglophone ou qu'on soit lusophone. Et je voudrais dire alors ici que la faible présence des francophones dans les rencontres internationales traitant des droits des femmes ou du genre est un problème récurrent. Les femmes francophones que nous sommes et ne participons pas aux grandes rencontres où se prennent des décisions concernant les femmes, concernant leur autonomisation et concernant aussi leur bien-être. Le reflet du décalage et peut-être du retard des actrices francophones du développement sur la prise en compte du genre dans les politiques publiques et la reconnaissance des droits des femmes. Et ici, je voudrais dire aussi que même jusqu'à ce jour, le genre est mal compris par certains décideurs, ceux-là qui sont même censés prendre des lois pour nous protéger, pour nous accompagner. Aujourd'hui, le genre peine toujours à s'enraciner, le genre peine à être pris en compte dans les décisions qui concernent le développement de nos pays et la reconnaissance des droits comme enjeu de développement à part entière. Je voudrais ici dire aussi que la situation persiste et demander alors, nous poser la question de savoir de quoi s'agit-il alors? Est-ce du manque d'information en français ou d'accès à cette information, du morcellement des mouvements et du manque de synergie entre les enjeux des femmes, les pro-genres, les féministes? Les mouvements sont-ils en mode d'autodéfense d'une spécificité francophone par rapport aux approches anglo-saxonnes? Est-ce le manque de volonté politique des gouvernements et des bailleurs du monde francophone sur ce thème? Les réponses sont sans doute multiples et je voudrais me taire ici pour dire que nous allons intervenir tout à l'heure au moment du débat pour apporter des solutions à ces questionnements qui font que la femme francophone est absente à presque toutes les rencontres ou qu'elles sont sous-représentées dans ces espaces-là qui s'organisent autour de la problématique de l'autonomisation de la femme et de la participation de la femme à la gestion publique. Et je voudrais dire ici que l'unité genre de l'Organisation internationale de la francophonie et du réseau Genre en Action, et ces deux partenaires ont donc proposé
un partenariat à E8 afin de garantir une participation francophone de qualité pendant le forum de 2008 qui s'est tenu à Cape Town en Afrique du Sud. Et la question, c'était de savoir de quel féminisme avons-nous besoin. Et la francophonie avait tout fait pour financer plusieurs femmes et issues des organisations francophones, de femmes francophones, à participer à cette réunion et à discuter des problèmes qui minent leur épanouissement et de se pencher à la fois sur les raisons et les solutions de la faible présence des francophones sur la scène internationale du genre, afin de dépasser l'idée que le manque de moyens et la prépondérance de l'anglais dans ces rencontres sont seuls responsables de la situation. 32 participants. Oui, donc le forum de E8 de l'Association pour les droits de la femme et le développement n'est pas le seul rendez-vous international des femmes militantes et féministes. Il y a plusieurs espaces et il y en a aussi qui sont organisés par les Nations Unies, les États. Et pour dire qu'actuellement, E8 est impliqué dans le plaidoyer visant à intégrer le genre dans la Déclaration de Paris, mais les associations francophones de la société civile sont largement absentes de cette démarche. Ça veut dire que nous sommes largement absentes, comme je l'ai dit, et nous allons tout à l'heure au cours des débats et trouver les causes qui militent en faveur de notre absence et de venir ressentir le débat pour voir que faut-il faire pour que nous soyons présentes et pour pouvoir bénéficier des financements des partenaires. Et l'hypothèse de départ est que les mouvements de femmes en Afrique sont différents selon qu'ils opèrent dans les milieux francophones, anglophones ou lusophones. J'en ai parlé, nous n'allons pas encore revenir là-dessus. Et je vais maintenant passer à une autre diapo. Et la question finale sera alors, que pouvons-nous apprendre des approches dans les différentes zones? Comment travailler ensemble au-delà de nos différences pour construire des alliances durables et efficaces entre les mouvements des femmes et les autres mouvements sociaux, notamment en francophonie. Quel est l'état de la mobilisation des femmes, de leur lutte, de leur synergie, de leur collaboration pour atteindre des échelons supérieurs en matière de droits et d'égalité hommes-femmes? Comment travailler ensemble pour faciliter le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel? Comment assurer une relève parmi la jeune génération et réaliser une solidarité intergénérationnelle? Comment promouvoir la diversité et encourager l'inclusion au sein des mouvements de femmes en vue de transcender l'isolement organisationnel et rompre avec la fragmentation? Autant de questions auxquelles nous allons répondre au cours des débats où nous allons continuer par réfléchir à ces solutions-là, même quand nous serons dans nos pays, dans nos organisations respectives. C'est de voir comment recentrer le débat, c'est de voir comment bâtir de nouvelles stratégies pour avancer comme les femmes anglophones ou lusophones. Et je voudrais alors, en parlant des jeunes filles et femmes dans les mouvements, dire que les jeunes activistes sont très dynamiques. Ce sont elles qui soulèvent les nouveaux problèmes auxquels sont confrontés les féministes aujourd'hui. Et dire aussi que leur force, leur créativité, leur adaptabilité sont vitales pour assurer la visibilité des organisations féministes. Les jeunes filles dans le mouvement de femmes, quel atout? C'est ça que je viens de dire maintenant. D'abord leur force,
leur créativité, leur adaptabilité et surtout aujourd'hui, les technologies de l'information que ces jeunes maîtrisent et plus que les aînés et à travers lesquels elles dénichent des informations vitales, elles dénichent des partenaires, elles dénichent des opportunités pour faire avancer le mouvement des femmes francophones. Et pourtant, elles sont confrontées à une série d'obstacles. Ces femmes, ces jeunes filles, ces jeunes dames, avec autant de talent, avec autant d'enthousiasme, qui sont prêtes à apporter leur contribution à l'avancée du féminisme, sont limitées, sont confrontées à une série d'obstacles particuliers, notamment l'accès limité au financement et au soutien, le manque de possibilités de renforcement de capacités et une augmentation considérable des agressions sur les jeunes défenseurs des droits humains. Ces obstacles freinent leur élan d'abord, ils freinent leur élan et ça fait qu'elles sont obligées de travailler à l'ombre, et ce qui fait qu'elles ne sont pas visibles et ce qui rend leur intégration et leur participation effective très difficile pour les mouvements féminins. Et pour cela, quelles sont les approches de solution? Et je vais parler ici d'une approche multigénérationnelle et visant avec le programme d'activité qui a été mis en place pour veiller à ce que les voix des jeunes femmes soient entendues et représentées dans les discours féministes. Donc, il s'agit de faire en sorte que les jeunes filles aient un meilleur accès au financement, aux opportunités, d'abord qu'elles soient scolarisées, qu'elles soient meilleures à l'école, qu'elles embrassent les filières scientifiques, tout comme les hommes. Et pour cela, quelle action faut-il inclure en tant que leader féministe? Je voudrais parler des aînés. Quelles sont les actions que nous devons inclure pour favoriser l'inclusion de nos filles, de nos jeunes dans les mouvements sur la relève? Donc, c'est de favoriser la mise en commun et le partage d'informations à travers la mise en place des plateformes des jeunes féministes. Étant donné l'importance des médias en ligne pour le travail des jeunes, aujourd'hui, ces jeunes féministes ne sont pas obligés de s'exhiber pour être agressés. Et nous avons alors une opportunité dans le travail en ligne, ce qui fait que de leur domicile, elles peuvent travailler pour apporter des changements et encourager la consolidation je vais aborder la dernière partie, et les défis, les opportunités et les stratégies. Je vais les aborder. Je ne sais pas si Madame la modératrice a un mot à dire. Là, je vais plutôt lui laisser la parole pour qu'elle place son mot avant que nous ne passions à la dernière communication ou bien au concept que nous avons retenu pour parler des défis, des opportunités et qui s'offrent à nous pour faire avancer les droits des femmes. Madame la modératrice, vous avez la parole pour placer votre mot. Merci Anne et merci pour l'écoute des unes, les uns des autres. Votre communication nous a rafraîchi la mémoire sur la démarche et même la longue marche que les femmes du monde entier ont essayé d'amorcer. Et aujourd'hui, lorsque vous avez abordé l'aspect historicité, je crois que les femmes africaines n'ont pas à rougir ou à noircir, comme on dit. Nous avons été
comme vous l'avez si bien souligné, sous l'effet de nos traditions, qui nous avaient d'ailleurs fait une bonne part. Et même sur le plan économique, communautaire, les femmes ont toujours joué un rôle de leader, mais de leader à l'intérieur. Vous l'avez si bien souligné. Et tout ce que la colonisation a fait sur nous, c'est à la fois du bien et du mal. Du bien à travers l'ouverture sur d'autres horizons, mais du mal parce qu'ils ont transformé nos schémas. Il y a eu une redéfinition des rapports entre les sexes avec tous les enjeux idéologiques et politiques qui a renforcé le rôle d'intérieur de la femme. C'est pour cela que vous avez si bien souligné qu'il y a eu deux types de mouvements. Le premier qui voulait aller vite et le deuxième beaucoup plus prudent. Et ça aussi, c'est une caractéristique féminine qui fait que tout change doucement. Et les tâches de marginalisation n'ont pas permis à la femme de dépasser son niveau du don de soi, de sa communauté, pour passer carrément à des activités de leadership reconnues par les hommes. Et c'est ce qui fait que nous marchons à leur côté, mais nous voulons de plus en plus ne plus être côte à côte, mais un peu au-devant de la scène, parce que nous avons envie de faire entendre nos voix. Et c'est ce que vous avez essayé de souligner en disant que les femmes s'associent pour exprimer leur militantisme et parvenir progressivement à changer les données. Les femmes sont actives, mais elles sont souvent récupérées. Et il me semble que la génération montante est en train d'observer. Et depuis nos luttes, depuis les années 90, les facteurs nouveaux ont démontré que la visibilité de la femme est apparue, mais il faut qu'elle réussisse à vraiment mettre en œuvre son agenda. Et c'est pour cela que les femmes francophones de façon générale, et les femmes africaines en particulier, ne veulent plus s'arrêter au ménage, à leur communauté, et sont en train de remarquer que leur faible représentativité a besoin d'évoluer et parvenir à dépasser les quotas pour pouvoir parler de parité, puisque, évidemment, les deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin, se complètent et chacun a son rôle et son mot à dire. Merci d'avoir rappelé que les efforts sont faits par la francophonie et la coopération suisse à travers AWID. C'est vrai que les mouvements ont fait que les femmes anglophones, lusophones et francophones ont marqué une différence nette. Chacun à travers sa différence, parce que chacune de ces femmes n'a pas le même parcours et pas la même histoire. Et quand on sait que les financements sont allés beaucoup plus aux anglophones, on comprend pourquoi elles sont beaucoup plus alertes. La balle est maintenant dans le camp des lusophones et des africaines qui sont prêtes à transcender l'isolement organisationnel et passer par les pro-genres, les féministes, pouvoir retrouver les réponses multiples et permettre
un meilleur partage intergénérationnel et favoriser davantage l'inclusion des jeunes femmes et des jeunes filles, faire agir réellement les préoccupations des nations, voir les différents agendas au niveau africain et au niveau des Nations Unies. Et je crois que tu es en train de nous démontrer que nous sommes sur la voie. Merci de nous avoir rafraîchi la mémoire. Je suis sûre que beaucoup de femmes, beaucoup de participants vont apporter tout à l'heure leur contribution pour enrichir le débat. Je te repasse la parole, Anne, pour aller vers les stratégies. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je voudrais dire, est-ce qu'il ne faut pas lancer le débat maintenant au lieu de continuer avec les défis, les opportunités, les stratégies? Est-ce que nous n'allons pas laisser la parole aux participants et aux participantes et pour apporter leur contribution? D'accord, si le temps nous le permet, je crois que l'une dans l'autre, l'essentiel c'est d'atteindre nos objectifs. Donc, comme propose la communicatrice, s'il y a des participants qui veulent déjà enrichir les deux aspects que nous avons abordés, à savoir l'histoire, à savoir les différents mouvements, à savoir les préoccupations, les différents agendas et la place des jeunes filles et leur avenir dans les mouvements. Vous avez la parole. Allô, bonjour Anne. Bonjour. Et merci beaucoup pour ta présentation. C'est Pascaline Toulouse. Moi, je voulais juste peut-être pas apporter une contribution, mais suggérer que tu passes à la suite, parce que peut-être que toutes les questions qu'on a à te poser sont déjà dans la suite. Merci beaucoup. D'accord. Et ceci étant, je vais aborder les défis, les opportunités et les stratégies, quelques stratégies, et permettre aux participantes qui sont en ligne et d'enrichir et pour construire de bonnes stratégies qui nous permettent d'avancer. Comme défi, et nous le savons toutes, nous le dénonçons tout le temps au cours de nos rencontres, et nous avons le manque de solidarité. Donc, entre femmes, nous ne nous soutenons pas, et c'est des pots de banane. Et il y a aussi, comme autre défi que nous devons relever, la diffamation. Et les femmes qui travaillent dans les associations féminines sont souvent critiquées par des personnes qui s'opposent à leur action. Elles subissent de fausses accusations. Et je voudrais aussi aborder l'instrumentalisation de certaines femmes. Je l'ai dit tantôt, ces femmes qui s'engagent, qui se battent, sont tout de suite récupérées par les politiques. Et une façon de les faire taire, puisque nous avons des preuves, lorsqu'elles sont élues, lorsqu'elles sont nommées, elles coupent avec les autres sœurs, au lieu de tendre la main, au lieu d'aider à faire monter d'autres, au lieu de défendre des projets en faveur des femmes, et le pont se coupe carrément et c'est difficile même de les rencontrer. Et nous avons aussi l'accès au financement qui est difficile et un manque de visibilité. Voilà quelques-uns des défis que nous devons relever, donc c'est de nous rendre plus visibles, d'être solidaires et comme opportunité, et c'est de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales, s'organiser, se défendre. Nous sommes déjà organisés.
C'est maintenant, c'est de parler d'une même voix pour défendre nos intérêts, pour proposer des solutions à nos gouvernants, pour faire valoir nos points de vue et aux gouvernants. Et je voudrais parler aussi des stratégies pour dire que nous devons renforcer nos capacités. Et en termes de capacité organisationnelle, et je crois que tout n'est pas rose, même si l'effort est fait, tout n'est pas rose, donc nous devons nous renforcer pour être plus crédibles et bénéficier de la confiance des partenaires techniques et financiers, et accroître et diversifier les ressources financières. Et je pouvais dire prendre comme exemple le fait qu'on soit toujours qu'on attende toujours le financement de bailleurs. Et les exemples sont là, lorsqu'un projet est financé et quand le financement arrive à terme, on ne voit plus une trace de ce financement, de ces activités qui ont été réalisées. Et donc, c'est de diversifier nos sources de revenus. Nous allons discuter pour voir comment les diversifier, où obtenir le financement. Et c'est de renforcer les capacités organisationnelles, je l'ai dit, et institutionnelles. Et aussi, nous devons avoir une gestion rationnelle de nos ressources, une bonne gouvernance, une production de rapports annuels, assurer le fonctionnement des instances délibérantes, Assemblée générale, bureau exécutif, et le renouvellement des postes. Et ici, je voudrais faire appel au respect de nos statuts et qui limitent même les mandats. Donc, nous devons alors respecter cela et encourager encouragement et octroi des prix de reconnaissance. C'est de mettre en place un système qui encourage et qui donne des prix à ces femmes-là qui se battent et qui apportent leur touche dans leur communauté. Une autre approche qui est vraiment très intéressante et qui va nous arranger, je l'ai dit, les jeunes filles, elles ont du potentiel. Elles ont du potentiel, elles savent travailler sur les réseaux sociaux, elles savent travailler à distance. C'est de mettre en place une approche multigénérationnelle. Et ce qui est le programme, ce qui est un programme d'activisme de VID qui a été mis en place pour veiller à ce que les jeunes femmes soient entendues et représentées dans le discours féministe. Je pense que je ne vais pas m'attarder dans ce que j'ai noté. Je voudrais bien laisser la parole aux participantes pour apporter leur contribution et pour partager leurs expériences avec nous et dans le souci de voir comment diversifier nos sources de financement et de voir comment bâtir des alliances pour aller et prendre du financement auprès des bailleurs. Et Madame la modératrice, je pense que je vais m'arrêter là et laisser la chance aux participants. Oui, merci beaucoup. Je crois que les participants peuvent lever la main et prendre la parole. Nta Kebuka, vous avez la parole. Sera suivi de Solange. Oui, bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. Okay. Mon intervention, par rapport à ce que venait de dire notre conseiller. Oui. Nous nous sommes rendus compte qu'un partenaire aussi important dans notre élite, c'est le gouvernement. Parce que c'est qui décide les droits des femmes qui sont reconnus dans les textes. Mais souvent, et c'est ce qui nous avancer. Il y a des On vous entend très, très, très mal. Je ne sais pas si c'est la connexion. Peut-être que, voilà, peut-être que vous devez
vous positionner un peu. Je disais ceci, que nous devons avoir, c'est le gouvernement. Parce que même si les droits sont connus, nous les revendiquons, nous, en tant que mouvement de femmes, à un certain moment, nous avons la difficulté de matérialiser ou d'atteindre les résultats. Le gouvernement ne nous accompagne pas dans la démarche, mais aussi, vous allez remarquer que souvent, il y a des initiatives qui sont prises par les femmes, les mouvements des femmes donc, mais par rapport, quand le financement est fini, le projet est fini, quand on laisse maintenant les bénéficiaires à un certain niveau et que le gouvernement n'a pas approprié l'action, on n'a pas compris. Les résultats juste après la réalisation du projet, mais après 5 ans, 6 ans, vous allez trouver que peut-être la bénéficiaire, elle est rentrée à la case de départ. Et c'est là où nous devons réfléchir et définir des stratégies de commerce que nous devons collaborer ou trouver des partenariats avec les différents gouvernements dans nos pays. Merci bien. Allô? Allô? Là, vous avez la parole. On vous reçoit, on vous reçoit. Il y a interférence, s'il vous plaît. Vous m'écoutez? Je suis partie. Oui, je suis encore là. Rachid. Allô? On vous reçoit, madame. Oui, c'est bon. Je disais ceci, hein, que par rapport à tout ce que nous sommes en train d'échanger, les grands partenaires dont nous avons besoin, c'est les gouvernements dans nos différents pays. Souvent, il y a des actions que les mouvements des femmes peuvent initier. Et par après, vous allez trouver que le gouvernement n'arrive pas à s'approprier les actions. Et puis, vous allez trouver que sur terrain, les résultats sont remarquables tout juste à la fin du projet. Mais après un certain temps, il y a une sorte de disparition des impacts. On ne voit pas les impacts par rapport à nos actions. Et tout ça, c'est parce que le gouvernement n'essaye pas de s'approprier ce que nous menons comme action. Et par rapport aux droits, nous devons retenir que ce sont les décideurs qui en ont le dernier mot. Et donc, nous devons nous battre, nous devons essayer de voir comment approcher les différents gouvernements et mener des plaidoyers pour qu'ils essaient de nous accompagner dans la lutte. Notre lutte, sans les différents gouvernements, on ne pourra jamais avoir des résultats. On ne pourra jamais atteindre l'impact. Merci bien. Merci, madame, pour votre pertinente contribution. Madame la modératrice, vous êtes là? Là. Il n'y a plus de mains, je ne vois plus de mains levées, mais les propositions sont très pertinentes. Si d'autres personnes peuvent intervenir encore. J'ai levé la main. S'il vous plaît. Oui, on ne voit pas. Prenez la parole. Okay. Merci. Je suis... Vous vous présentez? Je peux parler? Oui, vous avez la parole. Merci, madame.
Je suis Solange Bosso de l'ONG Femmes au pluriel. Nous sommes une assez jeune association, mais pour le peu que nous avons observé avant d'entrer dans la danse, je pense que les différents problèmes qui ont été relevés depuis hier et aujourd'hui ont fait le tour de la question des obstacles. Je voudrais remercier toutes les intervenantes qui nous ont rappelé l'évolution du mouvement féministe au long de l'histoire et qui a essayé de s'adapter pour répondre aux différentes réalités de chaque temps. Je pense qu'un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est peut-être l'inadéquation des désirs réels des associations ou organisations à la base et les objectifs réels des bailleurs. Pour l'instant, étant donné que les gouvernements africains n'ont pas l'implication que nous souhaiterions, je pense que nous sommes avec. Allô? Oui, Solange, on t'écoute. Oui, okay. Oui. Je pense que nous devons quand même faire avec les ouvertures financières que nous avons actuellement. Je pense qu'une politique doit être menée par les associations et les groupements, comme par exemple celle avec qui nous travaillons aujourd'hui pour cette formation, pour que le partenariat public-privé soit mieux utilisé dans le financement des activités des mouvements de femmes. Il y a ce qu'on appelle les réductions fiscales par rapport, qui sont faites aux entreprises qui soutiennent les organisations, les œuvres sociales. Nous avons remarqué que la plupart des entreprises ne voient pas tellement le contour de cette réduction fiscale dont elles peuvent bénéficier en aidant les associations. Donc, je pense que le gouvernement devrait initier des actions en direction des entreprises privées afin qu'elles nous soutiennent pour qu'on puisse élargir nos sources de financement. Voilà, c'est la suggestion que je voudrais faire. Merci beaucoup, Solange. Je crois que c'est assez pertinent comme source de recherche de financement. Une autre intervenante. Les mails n'apparaissent pas toujours sur l'écran, donc vous pouvez prendre la parole. Allô? Oui. Oui, bonjour. Et Madame Amélie? Oui, c'est Madame Amélie. Bonjour. Ouais. Bonjour, bienvenue. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai pris la discussion. Je n'étais pas là au début, mais j'ai essayé de comprendre un peu. C'est de discuter un peu sur les défis et les stratégies pour une mobilisation de ressources pour mieux intervenir dans les actions des mouvements féminins. J'espère que j'ai bien compris. Bon, oui. Je suis de l'ONG RSE Europe du Bénin, je suis la directrice exécutive. Je pense que les obstacles sont nombreux, mais ces obstacles sont beaucoup relatifs à la visibilité des mouvements féminins sur le terrain. Je pense que les femmes, les mouvements des femmes, les associations de femmes et autres
mènent de petites actions, même si elles n'ont pas de moyens financiers ou elles n'ont pas accès à de grands financements, elles mènent de petites actions sur le terrain. Mais ces actions sont vite passées dans l'oubli ou ne sont pas rendues visibles. Et une action menée dans le profond nord de notre pays, le Bénin, et qui a impacté plus de 500 000 femmes, cette action, si elle n'est pas rendue visible, ne pourra pas être mise aux échos des gouvernants ou même de la société civile au plan national, régional ou international. Donc, je pense pour une bonne visibilité des femmes, pour une bonne mobilisation des ressources en direction des femmes, il faudrait privilégier toute action qui essaiera de relever ce défi, de relever cet obstacle de la non-visibilité des actions des femmes. Ce n'est pas seulement les gouvernants qui doivent intervenir sur les actions des femmes. Il faudrait aussi que les plateformes que nous constituons puissent à chaque pays, au niveau national, à chaque pays, installer des points focaux de visibilité des femmes. Ainsi, toute action menée par une femme ou une association de femmes sur un terrain, dans un lieu donné, peut être envoyée et ce sera rendu public. Ainsi donc, ces actions pourront être mises en coordination, mises en coalition et un grand projet, une autre grande action sera menée pour continuer ces actions au plan national et au plan régional. C'est un peu ce que je voudrais apporter. Autre défi aussi, un second défi, un second obstacle, ce sont ces femmes-là qui, quand elles ont les moyens d'être visibles sur les réseaux sociaux, d'être visibles à travers les médias et autres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, madame, je crois que c'est Anne, les politiques veulent prendre ces femmes-là, veulent vraiment saisir ces femmes en question. Et ces femmes, quand elles rentrent le politique, elles oublient le social pour lequel elles se sont données. Et il faudra également une autre sensibilisation dans ce domaine, sur ce terrain. On ne peut pas mélanger la politique et le social. Quand tu rentres dans la politique, c'est vraiment difficile pour toi de penser, de penser au social. Alors, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour qu'on puisse définir des cadres, des principes pour dire une femme qui rentre dans la politique, ou elle demeure dans la politique, ou elle demeure dans la société civile. Même si les politiques lui font la cour, il doit avoir des cadres qui définissent où tu es dans la société civile, où tu es pour les actions sociales, où tu es pour la politique. Ainsi donc, même si on investit sur les femmes, même si ces femmes entrent dans la politique, elles pourront demeurer dans les actions sociales et c'est un peu ce que je voudrais ajouter par rapport aux défis. Oui, je pense que ce sont de bonnes propositions. Elles sont tellement pertinentes. Et je l'avais dit au départ, et il suffit juste d'introduire le sujet et que chacune de nous apporte une approche de solution pour nous permettre de bâtir de mouvements solides et de mouvements pérennes. Et donc, ceci étant, je pense que la communication est là. Je ne vais plus encore continuer par développer ce thème, mais je voudrais juste, si Madame la modératrice me permet, ou bien vous placez un mot et puis je fais ma conclusion et puis nous arrêtons la session pour ne pas empiéter sur le temps des autres. C'est ça. Merci beaucoup, Anne. Je crois que les propositions étaient très, très, très pertinentes et novatrices. Je voudrais rappeler que on a parlé de la pérennisation des projets. C'est vraiment un obstacle parce que si les projets sont oubliés à la fin des financements, ça peut freiner l'atteinte des objectifs ou l'impact que cela peut avoir. Une intervenante, je crois que c'est Solange, qui a proposé que nous ne devons pas lâcher les décideurs.
qui doivent nécessairement accompagner les activités. Et je crois que c'est aussi pertinent dans la mesure où la société civile vient en complémentarité à ce que fait le gouvernement. Et il faut donc faire un plaidoyer pour que les projets qui sont exécutés, le gouvernement, l'État se les approprie pour nous accompagner réellement sur le terrain. L'aspect, la responsabilité sociale des entreprises, on l'a également évoqué. Comment faire en sorte qu'il y ait une relation publique-privée pour que ça constitue pour nous également une source de financement. Je crois que certains ont déjà commencé, mais c'est une piste à explorer de nouveau pour nous permettre d'avoir des financements complémentaires dans des domaines bien précis sur lesquels le secteur privé intervient en termes de cibles. La plateforme, c'est vrai, nous devons toujours consolider les plateformes pour travailler au niveau national et régional du genre de ce que nous sommes en train de faire pour démontrer que nous sommes dynamiques, mais que nous pourrions encore mieux faire s'il y a une synergie sur le plan international. Alors, les femmes qui sont politiques et qui oublient le social, il me semble qu'elles sont frappées par ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Lorsque vous arrivez dans ce cercle-là, généralement, vous ne vous appartenez plus en tant que tel. Vous avez des objectifs communs, mais je crois que nous devons les soutenir et les encourager, leur donner des suggestions également pour bien vérifier si elles demeurent nos sœurs pour lesquelles nous avons travaillé et qui se retrouvent à un haut niveau. Voilà à peu près un peu le résumé des apports qui complètent assez bien ce que tu as proposé dans ton papier. Je remercie les unes et les autres et je te passe la parole pour la conclusion. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Et je voudrais, avant de conclure, évoquer deux opportunités. Les réseaux sociaux qui permettent d'augmenter notre visibilité et notre notoriété. Une participante l'a dit, nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne nous vendons pas. Et donc, c'est de saisir ces réseaux sociaux et qui comportent des avantages en permettant de communiquer avec sa famille, ses amis, des personnes qui habitent loin, de s'informer et aussi de s'ouvrir sur le monde et sur d'autres cultures et de diffuser rapidement les informations et de mobiliser les acteurs. Et une dernière opportunité, c'est le réseautage. Nous l'avons dit tantôt, il y a trop d'individualisme, il y a un manque de solidarité. Et ici, je voudrais parler du réseautage, et qui est une pratique qui permet d'élargir le nombre de contacts professionnels, sociaux, en formant des liens par l'entremise d'autres personnes. Et donc, sur ce, je voudrais sincèrement remercier le Fonds José qui donne l'occasion aux femmes francophones que nous sommes et de nous retrouver et de repenser nos stratégies et pour bâtir de nouvelles en s'appuyant sur l'innovation, en s'appuyant sur ce qui se fait actuellement, en s'appuyant surtout, comme l'a dit une des participantes, sur les textes que nos États ont pris pour nous protéger et en s'appuyant sur ces textes juste pour les faire valoir et promouvoir pour notre autopromotion. Et donc, je voudrais dire merci à chacune et à chacun et d'avoir participé à cette session. Et nous sommes ensemble pour finir le forum demain. Et j'espère qu'une autre opportunité nous donnera l'occasion de parcourir le chemin. Je crois qu'il y a un problème de réseau. Ça commence par de mesurer le chemin parcouru et de bâtir encore de nouvelles stratégies. Et je vous remercie. Voilà, Anne a dit le mot de fin. Moi, je dirais simplement merci au Fonds José et merci à toutes les participantes et à tous les participants. Merci Anne pour toutes ces réflexions que nous allons capitaliser pour nous ressourcer en vue de continuer notre marche commune. Merci à tous et à bientôt. Est-ce qu'on peut ouvrir nos caméras pour prendre des photos?
Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Je rappelle qu'on est à la pause d'1 heure et qu'on va revenir à 13h30 pour d'autres sessions assez instructives comme celle qui vient de finir. Donc, on se dit à 13h30. Bon appétit à tout le monde. Il est fort. Comment va il y a 2 jours. Il y a 3 à 13 heures.